C'est quoi le texte déjà? Bienvenue. Ah oui, bienvenue. Bienvenue donc à ce moment. Déjà, merci d'être là pour partager ce moment avec nous. Agile Waterfall, confrontation ou symbiose. C'est ce qu'on va discuter, c'est ce dont on va discuter maintenant. Alors, peut-être tout d'abord, tout d'abord, merci aux sponsors. Là, on a déjà fait pas mal, donc on va peut-être pas s'attarder. Vous les connaissez, c'est grâce à eux qu'on est là. Donc, en commençant par 3IS, en passant par Mademoiselle de Margot, bien sûr, et en tout cas, grâce à Oki. Mais qui t'es toi? Moi, je suis Christian, c'est tout en bas. Je suis agiliste, on pourrait dire accordeur plutôt en agilité. J'habite New York, je suis membre de plusieurs assos et donc j'ai organisé déjà Agile New York, Agile Tour Bordeaux depuis plusieurs années. Je suis le plus vieux dans l'équipe, dans tous les sens du terme. Ça se voit vraiment. Ouais. Et puis, voilà, vous avez mes coordonnées. Et puis, peut-être on va passer le mot à notre Niortais. À notre Niortais, mais qui a créé la conf. C'est sa conf à lui, on s'est invité en fait. Non, c'est lui qui nous invite. Merci, moi c'est Anthony, bon camp de base senior. Je suis Scrum Master chez un éditeur logiciel qui s'appelle SmartRx, avec des équipes à Niort et à Rabat au Maroc. Vous verrez, ça a influencé un peu le contenu de la conférence. Et je fais partie de la team Orga d'Agile Niort. Et cette année, j'ai intégré la team Orga d'Agile Bordeaux. Et je vais passer la main au Bordelais de la conf qui vient nous aider à Niort, Alain. Ouais, les aider ou les supporter. Hein. Donc Alain Delachaux, je bouge, regarde. Ah, c'est bon là, c'est bon. Bonjour. Vous m'excuserez, hein, je parle aux autres. Alain Delachaux, je suis coach agile chez Capgemini. Voilà, en fait, la casquette, elle est à moi, mais je lui prête parce que sinon... Et puis voilà, je suis orga de Bordeaux, de Niort, de Grenoble, du Piaf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, il doit y en avoir d'autres. Vous les trouverez en fait. Hein. Vous allez sur LinkedIn, vous me cherchez. Moi, j'aime beaucoup avoir plein d'amis. Il a dit, Fabrice, qu'il fallait qu'on ait plein d'amis sur LinkedIn parce que comme ça, on était sûr d'avoir du boulot. Donc moi, j'ai bien retenu. Si vous voulez bien me rajouter... Vous verrez, je dis que des conneries. Quoi? Ah mais non, plus t'as d'amis sur LinkedIn, moins t'as besoin de bosser. C'est ça qu'il a bien dit. Au-delà de ça, ce monsieur-là m'a demandé si je voulais bien faire une conf avec lui. J'ai rien compris à sa conf, mais je suis venu. Je l'ai déjà fait. J'ai toujours rien compris, mais je suis là. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que la conf est non organisée. Donc soyez pas surpris. Lui connaît tout le texte. Nous, on fait ce qu'on peut. Ok ? Et il a changé les slides hier soir. Voilà. On n'a juste on n'a juste pas la pression. Il dit non, mais on les a encore changés il y a 5 minutes. Hein? Donc, nous. Vous m'avez pas prévenu, les gars. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être passer à la suite. Alors là, c'est le point le plus important. Moi, je suis un gros fan de Waterfall. Ah, c'est cool aujourd'hui. Lui, c'est un gros fan d'agilité. Lui, on ne sait pas. Non? Non? Tout à l'heure. Toi, on ne sait pas. C'est le petit nouveau, hein, il est devenu bleu hier. On tient à préciser. Alors, j'espère que dans la salle, j'ai des potes, parce que si j'ai personne qui vient avec moi de ce côté-là de la salle pour discuter Waterfall, ça va mal se passer. Ceux qui aiment bien l'agilité, vous avez le droit d'aller de l'autre côté. Ceux qui ne savent pas, vous restez au milieu, on verra bien. Donc, je vous laisse bouger. Je vous demande de vous lever. Je suis désolé, c'est très très compliqué. Bienvenue dans l'équipe. Waterfall, c'est ici. Hein. Alors, laisse tomber, ils sont dehors. Filme Christian. Ceux qui sont en ligne ici. Ouais. Voilà. Ouais, mais les agilistes, assumez quand même, hein, parce qu'il n'a pas le droit d'être tout seul quand même. Je suis sûr qu'il y a des agilistes. Mais pas fini. Bon. Voilà, ça va. Vous êtes répartis. Ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a des métalleux dans la salle?
Voilà. Vous connaissez le concept de Wall of Death? Eh ben, on y va. Allez, on est parti. Alors, Le Wall of Death, c'est on écarte la foule et on se rentre dedans. alors pour ceux qui font ni du waterfall ni de l'agilité, je suis désolé pour vous, vous êtes en plein milieu. Comment on va se foutre sur la gueule? Mais il y aura des pertes. Tu veux dire un truc? Non, le Suisse, c'est pas moi. Il y en a un dans l'équipe, mais je veux pas dire qui c'est. Moi, je suis là justement pour essayer d'être neutre. Et vous avez vu mon cœur balance parce que, en étant un des frameworks les plus utilisés à l'échelle, voire même c'est le plus dominant sur le marché, ça s'est marqué là-dessus. Mais vous n'avez pas le droit de prononcer le nom si vous n'êtes pas certifié. On rappelle. Voilà. Donc, je vais essayer de faire la paix entre vous. Entre les agilistes d'un côté, le cycle en V, puisque moi je prends le meilleur des deux mondes. Et, bravo. Mais quand même, globalement, quand il y a on n'a pas d'organisation 100% agile ou 100% waterfall. On n'en a plus, ça. On est dans un monde hybride. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se tape dessus? On s'invective? Bah ouais. 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 Ou mais au milieu, c'est le client. Il va être écrasé entre les deux. Vous êtes les clients, vous? Vous n'avez pas de chance. Hein. Ouais, mais enfin. Donc, c'est l'image. On rigole, là, on parle, on fait des choses comme ça, mais en entreprise, souvent, c'est comme ça. C'est les deux bouquetins qui s'affrontent. C'est. Les Alex. Ouais. T'as pas le droit, ça. De quoi? T'as quelque chose contre Alex Bouquetin? Désolé. J'espère qu'il regarde. J'espère qu'il regarde. Donc, moi, ce qu'on vous propose là, la proposition de valeur de cette conférence, c'est d'essayer de voir les différences entre le cadre agile et le cadre waterfall. On va passer rapidement, c'est la partie chiante de la conf. Et après, on va essayer de voir les conditions de réussite communes et les caractéristiques de ces organisations. Et puis on va voir si en discutant, on arrive à trouver un truc qui nous permet de naviguer entre les deux, de s'accorder, parce qu'on a un accordeur d'organisation là. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, je vois qu'il y a des agilistes fatigués, n'hésitez pas à retourner vous asseoir, c'était juste pour la blague. Ouais, le waterfall, on tient bien la posture rigide. Ouais, non, ça, ils sont très rigides. Donc je te laisse présenter... Et t'as vu quand même la transformation comme ça fout le bordel? Ah ouais. Ouais, mais eux ils m'entendent. Non, mais c'est parce que je t'aime bien. Faut que je dise un truc? Tu veux pas nous... Raconte-nous le waterfall, Père Castor. C'est marqué là? Ouais, ça date pas de 56, hein. Dennington, il a dit ça en 56, mais ils avaient inventé ça bien avant. Bah ouais. Je suis sûr que même les hommes préhistoriques, ils faisaient déjà du waterfall. Hein. Bah, je suis pas sûr. Ah, si. Je pense que c'est arrivé avec... Ils prévoyaient d'attraper un mammouth et ils y arrivaient jamais. On peut demander à Fabrice. Non, sérieux. Donc, sérieusement, la gestion de projet, elle a été modélisée en 56 par Monsieur Dennington. C'est une approche séquentielle et linéaire, on est d'accord? On voit bien le beau diagramme de Gantt qui s'enchaîne, etc. Et c'est quelque chose qui s'applique tout à fait encore de nos jours dans beaucoup d'entreprises, et c'est OK. Je ne sais pas ce qu'il y a après, il y a quoi? Il y a, ouais, hein. Voilà, on a détaillé... Il y a quelques détails, hein. Donc c'est les étapes classiques du waterfall. Vous vous souvenez, le fameux petit V là qui va bien. Je reste assis parce que je suis Père Castor. Hein. On est bien d'accord, sinon je me mettrais debout. Donc recueil et analyse des besoins, c'est la première étape. On réfléchit bien à ce qu'il faut, etc. C'est important dans beaucoup de situations. Donc de toute façon, ça c'est un élément qu'on peut retrouver ailleurs. Conception, planification. On met en œuvre, on exécute. On fait quelques essais, on vérifie que on est sur la bonne qualité, on déploie, et à la fin, on a la garantie, la maintenance. On est sur quelque chose qui a été réalisé, sur des délais qui ont été estimés au départ, qui sont plus ou moins respectés. C'est souvent le point un peu compliqué au niveau du waterfall, mais ça s'applique.
À partir du moment où on a une vision claire de là où on va. D'où l'importance du point numéro 1. Et c'est là qu'on va pouvoir... Vas-y. Dis-moi, Père Castor, entre l'étape 1 et l'étape 6, Ouais. ton marché, il n'a pas bougé en 10 ans? Alors, en 10 ans, je sais pas quoi, mais oui, en 10 ans, il peut avoir bougé. Ouais. En 10 ans, il peut avoir bougé, effectivement, mais on sait exactement dès le départ ce qu'on va faire et ce qu'on aura à la fin. Est-ce que ça va être utile? Ça va être complètement utile, puisqu'on sait au départ de ce que l'on a besoin, donc forcément, on répondra à ce besoin, dans l'absolu, à l'arrivée. Donc pour toi, il est important que la réalité s'adapte au plan. La réalité doit s'adapter au plan, mais le plan est de toute façon adapté à la réalité puisqu'il est réalisé dès le départ et on sait où on va et on sait où on s'arrête. Merci. Désolé, on se refait trop. Tu veux pas rester avec nous? Merci, alors. On a remarqué que l'organisation avait un peu de mal à donner ses chocolats, on a Ouais. réclamé, donc on voulait plus. Organisation, c'est un bien grand mot. Hein. Ouais, vous voyez là, le plan vient d'exploser en plein vol. Avec un aléa. Vous applaudissez les aléas. Merci les aléas. Alors. Eh, prévenez pas, c'est mieux. Alors. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Alors là, j'ai pas. Non, mais pas. Le cadre, le contexte agile. Nous, on livre petit et souvent des choses qui sont. On est proche de notre métier. Au lieu de faire des grands plans pour construire, résoudre des problématiques compliquées, on découpe les actions en petits morceaux. On fait du carpaccio d'éléphant sur nos produits pour livrer rapidement et avoir le retour de nos clients ou de nos partenaires le plus rapidement. Et on est en apprentissage continu. Voilà. Et vraiment, le focus, il est mis sur la collaboration, la satisfaction du client. Je pense que je vais faire un petit pic quand même, Alain. Le waterfall, il sert le processus majoritairement, alors que nous, on sert le client. Quoi. Je ne suis pas d'accord parce que le waterfall, au début, on a bien cerné le client. Au millimètre. Tu l'arbitres? Oui, j'ai surtout vu moi qu'à la fin il y avait marqué l'étape 7 pour constater les dégâts, tout l'écart entre ce qu'on avait planifié au départ et le résultat. Mais non, on cerne le besoin suivant. Ah, donc c'est que le client, je crois que j'ai déjà entendu ça dans une entreprise, c'est le client n'a rien compris de ce besoin, donc on lui explique exactement de quoi il avait besoin. Ça marche bien dans les bureaucraties, ça. Mais on le dit souvent, le client est un... Merci. Pardon. Ah, et après on peut faire les deux, mais bon, Mais nous, on est capable de... On est capable de réagir rapidement au changement du besoin. Tu vois, là, il y a Fabrice qui est arrivé. On s'est adapté. Toi, tu étais pétrifié. Et nous, on l'a accueilli avec bienveillance, le changement. Ben oui, mais c'était pas prévu dans le plan. Que c'est important de suivre le plan. Le plan, c'est la vie. D'accord. Voilà, merci. Bon, alors, on passe rapidement sur la gestion de projet agile parce que... Gestion de projet, laisse-moi rigoler quand même. Ah non, mais c'est... Ah mais non. Là, il nous... Il y avait un mois, c'était prévu. Je m'excuse. Il y a un slide sur le chaos, je crois. Bon alors, on va résumer. Moi, j'aime bien résumer l'approche agile. J'ai beaucoup aimé le résumé qui a été fait par Stephen Denning dans The Age of Agile. Il résume l'industrie agile en 3 lois. La loi de la petite équipe, ça vous parle? Il y a les développeurs dans la salle. Ouais. La loi de la... Si, il y en a un, merci. Ah, bravo. La loi de la petite équipe. Il dit que les équipes s'organisent, ce sont des équipes de petite taille qui livrent rapidement
des sujets pas trop complexes et qu'elles s'organisent elles-mêmes. C'est la fameuse pizza team chère à nos développeurs. Non, mais non, s'il te plaît. Mais attends. Contrairement aux projets qui se basent bien sur des organisations bureaucratiques et hiérarchiques, on a des beaux silos, on a des beaux organigrammes avec le silo de la direction A qui, la conception qui conçoit, puis qui passe au dev, puis après ça passe en QA. Et les équipes sont figées, les organisations sont figées. Là, une organisation agile, il faut la voir comme un organisme vivant qui se réorganise en permanence. Les équipes communiquent en réseau, se réorganisent de façon, en théorie. Et la loi du client, c'est l'entreprise qui tourne autour du client et pas le client qui tourne autour de l'entreprise. En gros, c'est aux entreprises de convaincre les clients d'acheter leurs produits. On n'est plus dans les années 50 où tout le monde avait un frigidaire, la même voiture et c'était les clients qui se battaient pour acheter les produits. Là maintenant, c'est plutôt aux entreprises de donner envie d'acheter le produit. Vous êtes d'accord avec ça? Monsieur l'arbitre? Oui, toutefois, pour moi, il faut malgré tout planifier quand même un peu, au moins tous les 3 mois, hein, parce que sinon, nos dirigeants ne seront pas, les directeurs ne seront pas confiants. Ouais. C'est bien là, mais je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu de hauteur. Et moi, j'aime bien, pour savoir où je vais, j'aime bien savoir d'où je viens. Donc, plaçons-nous 80 ans. Fais gaffe. Tu fais le... Ça voulait pas D'accord. La nouvelle organe est au top, hein. On peut les applaudir. C'est l'agilité à l'escabeau, ça, voilà. Donc, revenons plus sérieusement. Je vous demande de vous faire un petit effort de rétroaction, d'imagination, de vous replacer en 1945. En Europe, on sort d'une guerre mondiale, tout est détruit, enfin c'est par terre. Mais bon, on a de la matière première, on a accès à la matière première, on a de la main d'œuvre, il faut produire beaucoup. Et on peut produire, on a peu de variabilité dans ce qu'on produit. Tout le monde, moi, mes parents, mes grands-parents, autour d'eux, ils avaient quasiment tous la même voiture. Il y a des produits qui sont passés dans le langage courant, comme frigidaire, qui était une marque et qui est devenu un mot d'usage courant. On avait tous le même frigo, ils avaient tous une télé, ils s'équipaient, toujours avec globalement 2-3 acteurs sur le marché qui pouvaient produire qui pouvaient produire en masse et sans variabilité. Et la société était très hiérarchisée. On avait le président, le gouvernement, les députés, et c'était très hiérarchique, très descendant. Les citoyens remettaient pas en question l'autorité, ou assez peu, ou à la marge des minorités. Ça a marché globalement très bien, jusqu'au milieu des années 70, avec le choc pétrolier, où là, moins de matières premières, et puis la main-d'œuvre coûte cher, quoi. Donc on a mis sous pression la fabrication. Là, ça a commencé à moins bien fonctionner, et il a commencé à y avoir un petit peu plus d'aléas, de variabilité, de risques. Tout ça a glissé pendant 20 ans, et en 1995, il y a un petit truc qui s'est passé, c'est l'ouverture de l'accès à Internet. Et à partir de là, on a commencé à passer sur une société de la communication et du réseau. La hiérarchie s'est inversée. C'est-à-dire que nous, on commence à se dire, depuis 1995, les gens commencent à remettre en cause la pyramide hiérarchique. Ils veulent être à la fois décideurs, consommateurs. Donc ça change beaucoup de choses culturellement. Et là, c'est vers cette période-là, Scrum a commencé à se diffuser au milieu des années 90. Et je pense qu'il a trouvé une résonance avec la société à ce moment-là.
Et donc, voilà, c'est les petits points historiques que je voulais vous proposer. Un arbre de Noël en post-it d'ailleurs. Non, je fais bien agile. Je t'ai convaincu. Ah. Alors, je sais qu'Alain, il aime bien mettre les choses dans les cases. Et il faut que ce soit. Il est très. Une case, deux cases, trois cases. Ouais. Il manque une case. Ah merde. Je m'en étais pas aperçu. C'est bien une case. Ah, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je vous propose qu'on garde les organisations sous 4 ou 5 critères. Voilà. Donc Monsieur Minsberg a dit les organisations, on peut les regarder selon 5 critères, qui sont le système technique, les relations de pouvoir, l'environnement auquel elle est confrontée, la taille de l'entreprise et son âge. Ces 5 critères, si on oppose agile et bureaucratique waterfall, si on te fait un tableau et qu'on te met ça dans des cases, ça te va là? C'est pas ça que t'appelles un rôti avec 5... S'il te plaît. Oui. Mais c'est nickel, effectivement. Ouais, ça me va. Il y a de cases, mieux je me porte. Donc généralement, les bureaucraties, les organisations bureaucratiques, ce sont des entreprises anciennes, qui ont de l'historique. La taille de l'organisation, plus l'organisation est grande, plus elle va être... C'est souvent une question de taille d'ailleurs. Hein. Oui. On peut regarder aussi. Voilà. Il faut que tu t'entraînes, M&M's. Bleu. Le système technique, la façon dont on fabrique les produits, si c'est peu automatisé, si c'est la communication, c'est aussi les systèmes de communication, les relations interpersonnelles. Si dans votre organisation, pour pouvoir parler aux développeurs de l'équipe B, vous êtes obligé de remonter toute la chaîne hiérarchique pour... forcément, là on est dans une bureaucratie et ça va aller beaucoup moins bien. Et la communication avec les relations de pouvoir. Il aime pas si les relations de pouvoir sont centralisées, s'il y a un chef qui chef et en dessous il faut 24 autorisations pour bouger, là on est vraiment dans une organisation hiérarchique. Et à ce moment-là, moi je pense que le mode waterfall est plus adapté. Ah oui, ça je suis super adapté quand il y a des cases. Mais c'est vrai, il y a besoin de toute façon de pouvoir définir un plan dès le départ pour pouvoir le suivre de façon fiable jusqu'au bout. Donc sur un contexte comme ça, c'est le meilleur contexte pour ce genre de situation-là. Et les organisations agiles sont forcément le miroir inverse de ces choses-là. Là, je sens que vous êtes un peu posé. Bon, il y a eu quelques aléas, vous êtes un peu assis là. On va vous poser une question. Alors, dans quelle organisation vous êtes? Vous pensez être une bureaucratie, une équipe agile dans une bureaucratie, ou un réseau d'équipes agiles? Donc on peut être dans la théorie de tout à l'heure. Ok. Donc on cohabite avec... Et toi qui as mis 3, là, il faudrait quoi pour que tu passes à 4? Non, je plaisante. Moi, je peux le dire. Pour que les autres changent, moi c'est déjà parfait. Il n'y en a plus. Tu peux nous ramener du jus de pomme? Ah non, il est déjà parti. Je sais. Donc, on est tous dans cette salle, globalement, entre agilité et bureaucratie. On est confronté aux organisations bureaucratiques. Comme les organisations bureaucratiques sont confrontées à vous, les punks agilistes, là. Sauf certaines organisations qui sont basées sur mon modèle et qui sont parfaites. L'arbitre est partial, je trouve, un peu. Quand même. Ouais, mais il est SPC. Hein. Ah, d'accord. Il est spécial. Alors là, on tombe sur un moment un peu plus théorique. Pour moi, les organisations, je reviens sur les organisations. En fait, les organisations, pour être acceptées, elles doivent être légitimes. Et leur légitimité se base sur 3 niveaux. Réglementaire, normative et cognitive. Qu'est-ce que je veux dire avec ces 3 rimes en Yves? 2 rimes en Yves, pardon. Réglementaire, il faut que l'organisation s'inscrive dans le cadre légal dans lequel on vit.
Voilà. Normative, c'est qu'il faut qu'elle soit acceptée comme elle soit dans la zone de normalité de notre société, qu'elle rentre en résonance globalement avec les us et coutumes de notre société. Et cognitive, c'est qu'il faut que le collectif comprenne l'organisation. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, quand on venait parler, 15-20 ans, quand on venait parler aux équipes dans lesquelles j'intervenais de Scrum, enfin d'auto-organisation, un chef c'est fait pour chefer, l'important c'est le plan. Alain, c'est moi il y a 20 ans. Dis-moi ce que je dois faire. Voilà. Je saurais le faire bien. Non, mais par contre, on peut te dire ce que tu dois faire, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand entre 1945, où le mode Waterfall était cocher les 3 cases, et maintenant, il en coche un peu moins. Il est un peu, le mode prescriptif, hiérarchique, descendant est un peu moins accepté par les gens dans la société. Les jeunes générations qui arrivent, la génération Y, qui est déjà arrivée sur le marché du travail, le why, c'est pourquoi. Quand on leur demande de faire quelque chose, c'est pourquoi. À quoi ça sert? Quel est le but? Eh bien, et donc les grosses, je pense que c'est de là dont vient le problème des grosses structures à recruter, à renouveler leur. Parce que ceux qui veulent, dans le monde du travail maintenant, ils veulent du sens, ils veulent l'impression d'avoir du sens, de contribuer à quelque chose. Et ça, c'est notre société actuelle, c'est l'ambiance de notre société actuelle. Est-ce que vous êtes OK avec cela ou... Alors, on va revenir au début des organisations. Les organisations, au départ, une organisation, c'est plus d'une personne. C'est des individus, c'est vous. Et vous, en tant qu'individu, vous êtes influencé, votre culture est influencée par votre passé, votre présent, votre environnement, vos interactions qui sont influencées par tout votre passé, toute votre culture. En tant qu'individu, vous êtes la somme de tout ça. Votre culture, c'est la somme de tout ça. Et les interactions avec les autres individus, elles vont être influencées par ça. Globalement, nous, en France, on a une culture, on va dire, on a une culture qui est celle qu'elle est. Vaste. Comment? Vaste. Oui. Ouais, c'était la meilleure. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour nous, pour les Espagnols, on est des nazis sur les horaires de réunion. Et pour les Allemands, on est des beatniks. Et parlons pas de moi. Alain, à Agile Tour Berlin, il se fait, le mot de l'orga, il se fait couper les genoux en 2 minutes. Hein. C'est clair. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus différent d'un Bordelais qu'un Lillois. Ou un Niortais. Ou un Niortais, ouais. On arrive quand même à travailler ensemble. Et il y a moi, je vous conseille, là, sur ce sujet-là, je vous conseille de lire The Culture Map d'Erin Meyer, qui m'a été conseillé par quelqu'un, qui a appris que j'allais travailler avec des équipes au Maroc. Il m'a dit, tiens, Lisa, ça pourra t'aider à mieux comprendre les relations, comment ils gèrent les relations hiérarchiques, comment la communication, il faut que tu l'amènes avec eux. Ça m'a beaucoup aidé avec mes équipes au Maroc. Et ça m'a aussi beaucoup aidé dans mes relations interpersonnelles, parce que là, ça traite au niveau international des différences culturelles, les Européens, du Nord, Méditerranéens, Américains, Japonais, Chinois et le Maghreb. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous êtes tous... Vous êtes pas tous, on n'est pas tous en France sur le même modèle de communication ou le même modèle de relation avec le pouvoir. On est tous différents. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est compliqué dans les interactions. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et on revient, on part de l'individu, on revient à l'organisation. Une organisation, c'est un conglomérat d'individus. Donc vous imaginez que déjà à 2, c'est compliqué. Alors à plusieurs, il y a Audiard qui disait au-delà de 2, on est une bande de cons, je crois. Et bien, imaginez la complexité
d'une communication avec toute la culture de l'organisation qui a aussi un passé, des pratiques et des interactions passées qui sont influencées par le des interactions qui sont influencées par le passé et qui influenceront le futur. Là, c'est assez compliqué. Oui, hein. Je sais pas. C'est à toi là normalement de dire quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'échelle. Alors, on passe à l'échelle. Là, c'est le moment. Wow. Là, vous m'avez reconnu. Mais votre rôle, là, si vous êtes assidu d'Agile Tour Bordeaux, les autres, va falloir que vous fassiez expliquer, ça sera de trouver un prénom. Quand je vous montre ce truc-là, il faut trouver un prénom. C'est un prénom de speaker assez habitué d'Agile Tour Bordeaux. Et donc, si vous étiez là en cette année 2016, il a présenté ça. Il a posé la question qui est dans le titre. Et est-ce que vous saurez me dire le nom du speaker, le prénom ou le nom? Et pourquoi il a posé cette question? Ah ah, on a un connaisseur dans la salle. Et donc le prénom? Ouais, ben moi aussi. Donc du coup, voilà, c'est si je t'aide avec le reset de l'agile à l'échelle, c'est Arnaud Lemaire. Voilà. Et c'est effectivement, merci Rachel, c'est la bonne réponse qu'il a donnée. Donc là, je suis désolé, je suis en train un peu de scier ma branche, mais c'était parce que si j'ai... Oui, non, je n'ai pas. Il y avait le client qui était quand même représenté sur la map. Oui, tout à l'heure, là, il y est. Il y est. Mais je maintiens quand même, je représente le framework le plus complet du marché. Aujourd'hui, OKR, c'est nous. Accelerate, c'est nous. Il n'y a même plus de Scrum Master. Dans la version 6, c'est des coachs. Direct. Ah. Mais Scrum Master coach. Tout de suite, c'est... Reviens, s'il te plaît. Il y a 3 semaines, je suis allé, j'étais à mes vacations domestiques, j'ai voulu nettoyer ma salle de bain. Pourquoi je vous parle de ma salle de bain? Parce que j'ai utilisé un descaler. Un descaler, c'est un détartrant. Descaler, vous chercherez descaler, Ajax, machin, détartrant. Donc, est-ce que scaler, c'est entartrer les organisations? Et vous l'attendiez pas, celle-là, hein? Hein? Alors... Ton repas, toi, tu peux manger devant. C'est bon, d'accord. Alors, moi... Ouais. Merci. Moi, plutôt que de passer à l'échelle, scale, moi, je préfère passer à l'échelle, mais à l'escabeau. Non. Et donc, moi, c'est un petit outil que j'utilise pour jouer avec l'organisation dans laquelle je suis. Donc, j'ai posé ici, c'est un modèle qu'on a... Qui est déposé. Non, oui, on verra après pour les... Ouais, il est posé là. Voilà. Mais il est super bien, je l'ai utilisé plein de fois, comme Anthony, et c'est vachement pratique. Ça permet vraiment de se... Excuse-moi, je te coupe la parole, parce que des fois j'ai envie de parler. Ouais, vas-y. Voilà. Ça permet vraiment de positionner en fait vos équipes par rapport aux grands axes qui permettent d'identifier une équipe. Donc on les a représentés avec la taille de l'organisation, on les a déjà expliqués juste avant. Donc on positionne par rapport à la taille de l'organisation, on positionne par rapport au mode de décision, les modes de livraison, la fréquence, est-ce qu'on utilise de l'empirisme ou pas, est-ce qu'on a du contrôle qualité ou pas, et comment est basé le management, la typologie de management. Comme on est sur les mêmes problématiques que les groupes d'humains, hein, il n'y en a pas 2 équipes identiques, on n'a pas 2 entreprises identiques, on a toujours des contextes différents. Donc ce mapping de l'équipe,
permet de voir à peu près où se positionne chacune des équipes les unes par rapport aux autres, et aussi, du coup, où est-ce qu'on pourrait vouloir aller s'il y a des axes d'amélioration qu'on voudrait apporter. Et il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas l'obligation d'être, on l'a déjà dit, tu l'as déjà dit juste avant, il n'y a pas d'obligation d'être forcément que sur de l'agilité, admettons, à gauche, ou que du waterfall à droite, ou etc. On va aller chercher les axes de changement qui sont nécessaires par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Ouais, et puis ça peut nous permettre, en positionnant, de prendre conscience de l'écart entre là où on est, et là où en est l'organisation, et là où est l'autre équipe, notre équipe dans l'organisation, et là où est l'équipe à qui on discute dans l'organisation. Ça sert à rien. C'est comme quand on parle. Si on se rapproche, les interactions sont plus riches, c'est plus fluide. Et si on s'éloigne, on est obligé de crier un peu. T'as dit quoi? Voilà. Et la communication est plus brutale, perçue plus brutalement. Et donc, voilà, donc, on vous propose ce truc, c'est en modèle pièce à casser, voilà. Et après, vous pouvez rajouter des niveaux, en enlever. Le modèle que vous prendrez pour vous, ça sera le bon. Ouais. J'avais une petite question, ça m'interpelle. Justement, ces confrontations entre agilité et le parti. Donc ça va peut-être pour FNS Bleu. À savoir comment trouver en fait un équilibre justement modifier, enfin adapter en fonction de la situation, en fonction du marché, en fonction des impératifs, en fonction de tout ce qui peut y avoir comme variable pour rééquilibrer et avoir une communication positive. On y vient après. Dans le détail, et on y vient après. Alors, il y a quelques petites clés quand même pour ce truc qu'on vous donne comme ça, sorti du four il y a quelques heures. Vous avez le droit de revenir avec la question si besoin. Un truc, faut l'avoir aussi comme un élastique. Tirez pas trop dessus, hein. Trop fort, parce que si de l'autre côté il lâche, voilà. Et on y va pas à pas, le plus petit pas possible. Quand on dit qu'on tire pas trop fort, on met pas trop de tension, mais pas trop de mouvement. Trop. Les petits pas. Ouais, là, on avait posé, bougez pas tous les curseurs en même temps, vous n'êtes pas David Guetta, quoi. Vous allez amener un peu trop de perturbations dans le système. Mais d'un autre côté, après, on a réfléchi, mais si nous, on ne s'autorise pas à le faire, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas tout le temps? Donc, oui, et surtout, vous ne saurez pas pourquoi ça a marché, quand ça a marché. Donc, si vous avez bougé quelque chose, vous voyez le résultat, vous bougez autre chose, et vous adaptez sans cesse mouvement. Et c'est bien d'observer ce qui s'est passé. Enfin, j'ai changé un truc, je regarde, interaction, boucle de rétroaction, et on réfléchit à ce qui s'est passé. Pas trop, hein, parce que des fois on peut se faire mal. Et on recommence. Et rien faire, c'est aussi une option. On peut laisser l'organisation comme ça, sans la brusquer. Il y a des périodes où... parce que nos organisations, là, des années elles ont quand même été pas mal brutalisées. Hein, et les gens à l'intérieur ont quand même été pas mal brutalisés. Moi, je connais des entreprises qui sont en transfo cyclique. Tous les 12 ans, ils reviennent à l'état de départ. Mais entre-temps, ils ont eu 3 ou 4 transformations d'organisation, des changements de place, des changements de façon de du travail prescrit différemment. Rien faire, c'est aussi possible. Observer le système. C'est plus toi qui disais hier danser avec le système. C'est un peu cette approche-là aussi. En parlant de refaire des choses et remarquer ce qui a bougé, on doit refaire ce slide. Hein, il y a 2-4. Mais... Ouais. Je passe Au final, vite. nos organisations, elles ont quand même des objectifs communs. Je reviens sur ce qui nous rassemble. Fournir des produits et des services de qualité aux clients. Ok? On est d'accord avec ça? Tu peux passer le prochain. Et si on regardait, quand ça marche, est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu des waterfalliens, qui ont vécu des projets qui réussissent? Je peux rentrer. Et en agile, des projets qui réussissent. Des produits qui ont du succès, avec de la qualité, machin, plein de trucs. Je l'avais l'autre bras. Hein. Je n'ai pas levé le même bras. C'était la boule. Ah.
Il y a le parapluie du management aussi. Moi, enfin, là, c'est notre observation. C'est notre observation, c'est pas la vérité vraie. Ben, moi, j'ai observé, et Alain aussi, et Christian aussi, je pense qu'ils observent. Ben, ça va, attends. Il vient de perturber la conf d'à côté, donc voilà. Il y a de la délégation. Enfin, ça marche mieux quand les équipes, on les prend, il y a de la délégation, on leur fait confiance, on leur donne de l'autonomie. À force de, enfin, voilà. Ensuite, on porte une attention à l'excellence technique. On les encourage, oui. On les encourage. On triche aussi, on fait attention à l'excellence technique. On va dire qu'on fait les choses bien. Tout en faisant attention à chacun, parce que chacun a sa place. J'ai accompagné des équipes où le fait de parler trop vite de l'excellence technique, il y en a certains qui se sont dit, mais moi je ne serai jamais un champion du côté du code. Et il n'y a pas besoin que de champion, il y a besoin de tout le monde dans une équipe. Et parfois, la bonne idée ne vient pas justement du champion, parce que de temps en temps, il a besoin de se reposer. Il a besoin justement que le relais soit pris par quelqu'un. On peut, comme dans le peloton à vélo, il y en a qui prennent le relais, ils passent devant et ils vont derrière soutenir tout le groupe. Je continue donc enfin, donc l'entraide, donc c'est ce que je disais, la collaboration, et puis malgré tout livrer petit, faire des petits pas, et puis améliorer au fur et à mesure, répondre au plus près des besoins des clients. C'est vrai, parce que souvent on triche. Quand on fait ça, on triche, mais ça marche. Tiens, ça c'est ton... Alors, on vous a promis quelques clés. C'est quelque chose que j'ai vu au tout début dans mes partages. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans les échanges avec mes pairs. C'est les Agile Tours qui ont été la meilleure école que j'ai suivie. Lorsque on a parlé de Waterfall, on a parlé donc de l'Agile et de Scrum. On n'a pas parlé de Kanban, même si on a eu des personnes qui étaient amoureuses de Kanban hier. On pense que tout le monde a sa place. Et on va plutôt, ce qu'on voulait vous proposer, ce qu'on m'a proposé moi quand je suis arrivé dans les IT, c'est plutôt un diagramme qui permet de faire les choix. Et on a sur l'axe vertical l'instabilité du cadre. On ne sait pas ce qui va devenir le marché. Il bouge tellement vite qu'on est sur, si je prends pour les assureurs, ça va être les trottinettes électriques, donc il faut les assurer. Mais on ne sait pas comment la réglementation sera dans 6 mois. On ne sait pas quels seront les usages. On ne sait pas plein de choses. Et le sujet à maîtriser, on ne sait pas comment, si je propose une assurance à tel prix, comment le public va réagir. Surtout que c'est le même public, quand on parlait tout à l'heure, c'est moins des personnes pesées, ainsi de suite, des personnes qui sont très actives et puis très, très à l'écoute du marché et qui sont capables de changer mes options quand elles veulent. Donc lorsque je suis dans un mode où tout change et je ne maîtrise pas le sujet, je vais être plutôt dans cette zone-là. On va peut-être encourager les équipes à prendre du recul, à réfléchir et, comme on disait, à ne rien faire. C'est trop risqué, il ne faut pas y aller. Lorsqu'on va commencer à être dans un domaine un peu plus jouable, un peu plus, on ne voit pas à long terme, mais à court terme, on peut faire quelque chose. Le S, c'était Scrum, ça peut être Kanban, il n'y a aucun souci. Le Kanban, on l'a mis un peu plus bas, puisque on a malgré tout, c'est bien adapté pour des sujets qu'on maîtrise déjà. Je vais faire peut-être un peu critiquer, mais souvent les projets de run, du moins le run, la gestion des incidents, c'est du Kanban. On ne peut pas planifier à l'avance quels seront les incidents qu'on va avoir dans les 3 prochaines semaines ou 2. Par contre, on peut chaque fois prendre la chose la plus importante, la finir, et ainsi de suite. Et tout le monde a sa place. Le waterfall, c'est pas jeté, il faut l'utiliser. C'est quand tout est très bien cadré, on sait où on va. On l'a fait depuis très longtemps. Je donne souvent l'exemple de la tonte de fonte. On a produit la fonte, le processus industriel est maîtrisé depuis des siècles. On ne va pas s'amuser. Ah tiens, moi j'aimerais bien chauffer un peu plus. Non, on va consommer de l'énergie pour rien. C'est tout optimisé, ce n'est pas la peine. Faut faire du waterfall, il n'y a pas d'autre option. Moi je ne monte pas dans un Airbus assemblé en Scrum.
Alors, tu ne pointes pas dans un Airbus, mais alors, j'ai eu quelqu'un qui a fait une conférence justement et qui a travaillé dans ce monde-là. Eh bien, pourtant, malgré tout, je ne vais pas dire que Airbus c'était cela, mais le câblage dans les avions, eh bien, n'est jamais le même. Donc, suivant la génération, ça s'adapte sans cesse, ça se modifie sans cesse, puisque c'est en fonction des options que le client a demandé. Et même dans ce domaine-là, on voit qu'on doit s'adapter. Même quand c'est ultra sécurisé, on ne va pas jouer. Donc, je viens du monde de l'industrie. Si vous connaissiez les facteurs de sécurité qui sont pris pour les ascenseurs, c'est chaque fois c'est x10, mais les x10 qui sont multipliés avec x10, 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 parce qu'on a des vies humaines en jeu et on ne peut pas se permettre de prendre de risques. Donc tout est mélange. Alors, on a les critères de réussite communs, mais là, moi, je voulais quand même un peu qu'on parle de nos douleurs partagées. Waterfall, structure bureaucratique, même les équipes agiles qui travaillent dans les organisations bureaucratiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment un caillou dans la chaussure, les réunions? Enfin, moi, j'en peux plus des réunions qui durent 3 heures, il y a 25 personnes qui sont invitées, il n'y a pas de compte-rendu, on ne sait pas pourquoi on est là, tout ça. Est-ce que vous avez déjà vécu des réunions comme ça et est-ce que vous en vivez quotidiennement? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. On a peut-être des idées, on a peut-être des pistes. Chaque réunion doit avoir un objectif pratique, clair, précis, concis. Il doit y avoir une durée courte et respectée. Il faut un timekeeper dans la réunion. Pas Alain. Et inviter les bonnes personnes au bon endroit. Et au bon moment. Donc pas Alain non plus. Pas. Si, toi. Le droit de partir si on n'apporte rien à la réunion. Alors ça, c'est un peu rock'n'roll dans les organisations bureaucratiques de dire, bah moi, je sais pas ce que je fais là, mais je vous laisse. Ciao, bisous. Au début, ça froisse, enfin, il faut, tu prends un peu de risque, mais tu gagnes. Moi, je le fais et je gagne énormément de temps. Et les gens, je sais que maintenant, les gens, quand ils m'appellent dans une réunion, c'est qu'ils ont besoin de moi. Donc j'y vais. Mais la réunion, le mode, je suis invité à une réunion, j'y vais parce que je suis invité, même si je sais pas de quoi on parle. Bah, et puis en sortie, plan d'action, compte rendu. Vraiment. Moi, j'utilise le format RIDA, relevé, information, décision, action. C'est un peu télégraphique, mais au moins, je me rends compte très vite que s'il n'y a pas d'action à la sortie de la réunion, bah, il n'y a pas d'action, pas de décision, elle n'a servi à rien, cette réunion. Essayez d'appliquer tout ça. Et puis, si ça ne marche pas, vous pouvez consulter un réuniologue. Il y en a, j'en connais un sur LinkedIn. Vraiment, hein. Louis ? Voilà. Agile tournante, c'est la semaine prochaine. Non, on l'a fait il y a quelques années. Bon, il ne sera pas agile tournante, mais c'est quand même la semaine prochaine. Alors, là, je vous parlais... Vas-y, Yanis. J'ai toujours trouvé ça rigolo, agile tournante. D'ailleurs, ils l'ont renommé, Agile Tournanté. Mais Guy Adré, donc tu Le timekeeper as déjà déposé le concept. Est-ce qu'on est OK pour déborder un peu? Sinon, la loi des 2 pieds, je reviens. La loi des 2 pieds vous autorise. Ah oui, on a de nouveau 10 minutes. Tout le monde peut le faire, mais sauf Yad. Alors, Non, c'est la loi de l'estomac vide. Il est parti chercher sa guitare. Alors là, ici, on a représenté ça... Oh non, on va représenter là. Ici, en fait, les organisations agiles, elles sont un petit peu bureaucratiques parce qu'elles ont un petit peu besoin de planification et de rigidité pour avoir un peu de structure. Et les organisations bureaucratiques, elles ont besoin d'agilité, sinon elles sont sclérosées, elles sont embolisées, ça bouge plus, quoi. Ça délivre rien. Et donc, bah, il faut... On est un petit peu agile et un petit peu bureaucratique, quel que soit le mode où l'on est, enfin dans l'entreprise où on est. Et, voilà. Soyez sécurisés, prenez le meilleur des 2 mondes. Bon essaye. Et vraiment, quand vous êtes dans un monde agile et vous êtes à la frontière entre l'agile et la bureaucratie, que vous n'êtes pas qu'entre coach agile à jouer au baby-foot et puis coller des post-it, accordez vraiment de l'importance à la communication. Les interactions avec la frontière, les interprètes à la frontière. Comme on dit, hein, prenez le meilleur des 2 mondes, examinez les avantages des 2 approches.
puis essayer, expérimenter. Il y a des pratiques dans le waterfall, dans la gestion de projet, qui sont pas mal. Expérimenter côté waterfall, ils peuvent prendre des choses, s'inspirer de nos événements pour faire des réunions moins longues, des points d'avancement, des comités de pilotage qui s'appellent Orio Daily, avec des choses un peu plus. Et vraiment, mettez-vous dans la tête qu'on a des objectifs, on a les mêmes objectifs, délivrer des choses de valeur aux clients. Bon, communiquer, je le répète, ça répète, symbiose. Voilà, c'est essayer de se nourrir l'un de l'autre et expérimenter. Allez voir les équipes agiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, allez chercher, allez voir cette pratique qui est dans le waterfall, essayez-la et regardez ce qui se passe. Et aux équipes waterfall, encouragez-les à expérimenter des pratiques d'un autre cadre, comme qui pourrait être Scrum, voire même Safe. Hein, C'est pour dire. Ouais, bah. Parce que je tape pas tout le temps. Alors, on vous avait promis un plan. Ouais. Il est là. Ça, c'est le plan. On est là. Et on vous laisse pas en plan. Hein. Absolument pas. Comme disait Arnaud, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Alors. Vous avez entendu? Non, reviens. S'il te plaît, reviens, Christian. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'était super important. Vas-y, répète, parce qu'ils n'ont pas entendu et c'est super important. Les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Alors, Voilà. tu bouges pas, Christian, quand je te lis. Là, on arrive à la fin de ce moment passé avec vous. Et moi, vraiment, ce que je voudrais que vous reteniez de ce moment passé avec nous, c'était que dans quel cadre que vous évoluez, la façon dont vous travaillez, avec qui vous travaillez avec... Oubliez les aspects, les apparences. Derrière les cadres, c'est comme nous les M&M's. Derrière la couche de conneries, il y a un être humain. Il y a un organe. Voilà. Et vraiment, quelles que soient les organisations dans lesquelles vous évoluez, gardez à l'esprit que vous travaillez avec de l'humain. Et posez-vous la question, à chaque fois la question de l'intention. Vous devez vraiment essayer de collaborer le mieux avec l'autre, d'avoir le plus de considération, avoir une relation respectueuse. Tout ça, c'est important parce que une fois que vous avez mis de la collaboration, du respect, de l'entraide, à la fin, Vous avez un plan. et on vous laisse sur ça. Merci beaucoup.